Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Après la mort d'un policier en service commandé, on a coutume de dire « ce sont les risques du métier ». Mais ce qui s'est passé ce matin dans le centre de Marseille inspire d'autres réflexions que celle-là. On a vu un commissaire principal éclater en sanglots dans la rue, devant le corps d'un de ces hommes qui venait d'être abattu par un gangster. Le commissaire a eu ces mots « c'est atroce, j'aurais dû me méfier davantage, nous avions affaire à de véritables tueurs ». La fusillade a été brève, mais elle a fait 2 morts et un blessé grave. Il faut vous prévenir, les images que vous allez voir sont très saisissantes. 10h30 ce matin, rue des Fabres, en plein centre de Marseille, à quelques mètres de la Canebière, 3 hommes sortent d'un bar et regagnent leur voiture, une R16 immatriculée dans le département du Rhône. 3 hommes les entourent, ce sont des fonctionnaires du groupe de répression du banditisme de la police judiciaire de Marseille qui les interpellent. Tout se passe alors très rapidement. Un des gangsters tire, les policiers ripostent, les passants très nombreux à cette heure s'enfuient. 3 corps gisent au sol, 2 policiers, un gangster. L'un des officiers de police est mort, son collègue grièvement blessé. Dans la confusion, un des bandits parvient à s'enfuir et à se perdre parmi les passants. Le dernier est appréhendé. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça s'est passé? J'ai vu entre eux, ils se sont un peu empoignés, quoi, ils se sont. Vous étiez combien? De gangsters, ils devaient être 3. 3 et de policiers? 3 et de policiers, 4 à peu près. J'en ai vu 3 ou 4 à peu près. Puis il y avait un policier de la circulation qui a prêté main forte aussi. Mais ça tirait dans tous les côtés, là, dans tous les angles. Ça a été un peu l'affolement tout de suite? Un petit peu, oui. Un petit peu. Les policiers ont essayé de ne pas tirer, de les arrêter comme ça, mais il n'y a pas eu moyen, quoi. Ça a été très dur. Des premières constatations de l'enquête, il semble que le truand abattu se soit tiré lui-même une balle dans la tête. Dans la voiture, des liasses de billets de banque, des faux papiers et un important matériel de cambriolage. Il semblerait aussi que les policiers du GRB aient intercepté là une équipe qui venait ou qui s'apprêtait à commettre un hold-up. Des questions se posent après cette fusillade tragique de Marseille. Les policiers ont-ils pris suffisamment de précautions pour interpeller les gangsters? Il sera certainement difficile de le savoir. Mais d'une façon générale, dans quelles conditions doit intervenir une patrouille de policiers? Quels sont leurs moyens de protection? Robert Werner l'a demandé à un inspecteur principal de Paris, qui était un ami personnel du policier tué à Marseille. Quels sont les moyens de protection physique d'un inspecteur principal? Eh bien, je vais vous répondre d'une façon très simple, rien du tout. Dans le cas qui nous intéresse, mon collègue et ami Battle s'occupait à Marseille des braqueurs. Braqueurs, ça veut dire les individus, dans notre jargon, qui attaquent les banques ou les établissements bancaires. Comment est-ce que vous travaillez? Eh bien, nous travaillons, on peut dire, nous travaillons d'une façon la plus discrète possible, en se faisant le moins remarquer possible. Là, je suis aujourd'hui devant vous, en principe, c'est assez dangereux pour moi, car je peux être reconnu et vu par de nombreuses personnes, et ça peut entraîner des conséquences pour l'efficacité de mon travail. Eh bien, nous déplaçons en voitures de série qui sont banalisées, qui n'ont aucune marque extérieure, évidemment, pour la discrétion qui est élémentaire. Nous faisons des filatures, nous faisons des surveillances sous la direction de nos patrons, et ça nous amène à fréquenter des individus dangereux, que je disais tout à l'heure, les braqueurs, et évidemment, les individus sur lesquels il était amené à contrôler, à identifier et à suivre n'étaient pas des enfants de cœur, et d'une façon générale, étaient des individus dangereux, et il devait prendre les risques qui pouvaient l'amener à ce qui est arrivé ce matin, comme ce qui peut nous attendre à nous tous, et j'espère le plus rarement possible. Alors, dans quelle mesure un officier de police a-t-il le droit de se défendre? Eh bien, comme le veut le code pénal, que dans le cas de légitime défense. En aucun cas, pour ce qu'on pourrait croire, il a le droit de tirer comme il l'entend, il est là pour simplement se défendre. C'est-à-dire, il faut qu'il attende que le gangster ait dégainé pour pouvoir dégainer à son tour. Il peut dégainer le premier pour pouvoir intimer sa volonté et intimer l'ordre après avoir décliné sa qualité, mais en aucun cas il tirera le premier. Il faut attendre à ce moment-là, s'il tombe sur un individu qui, le premier, dégaine et me le menace, il se trouve comme tout le monde en état de légitime défense. À ce moment-là, il peut tirer le premier. Mais autrement, d'une façon générale, c'est toujours le truand qui tire le premier, car autrement, il risque d'être inculpé d'homicide volontaire. L'officier de police Georges Battle, tué à Marseille, vient de recevoir un télégramme, sa famille, veux-je dire, vient de recevoir un télégramme signé Raymond Marcelin, je viens de l'apprendre. Le ministre de l'Intérieur écrit à Madame Battle et à ses enfants, je vous prie de croire à la part que je prends à votre chagrin.
C'est un jugement exemplaire qui a été rendu ce matin par le tribunal de grande instance de Marseille. Les peines infligées aux trafiquants de drogue de l'affaire du Caprice des Temps prouvent que la justice a décidé de s'associer à l'effort de répression. Les deux principaux accusés, Louis Boucan, le capitaine du bateau, et son complice Ange Santoni, ont été condamnés à 15 ans de prison et à des amendes fiscales dont le montant dépasse 3 milliards d'anciens francs. C'était le 29 février l'an dernier. Au large de Porquerolles, la douane a raisonné un navire langoustier, le Caprice des Temps. Remorqué jusqu'à Marseille, il était alors fouillé de fond en comble. Une chape de béton sous le navire attirait l'attention. Normalement, elle sert à l'équilibre du bateau, mais là, elle était trop longue. En fait, elle servait de cache à 425 kg d'héroïne pure, la plus grosse prise de drogue jamais faite. Le commandant du navire, Louis Boucan, tentait alors de fuir. Il se jetait dans les eaux du Vieux-Port, mais il était repris et interrogé, et il avouait. Il avouait aussi qu'au cours de 2 précédents voyages, en 70 et 71, il avait déjà transporté 400 kg d'héroïne. Il permettait en outre l'arrestation de plusieurs de ses complices. Cette affaire fut jugée le 22 décembre dernier à Marseille. Le verdict est tombé ce matin. Boucan, le capitaine, 15 ans de prison. Le substitut du procureur avait requis 15 à 18 ans. 15 ans de prison également pour Santoni. Il servait d'intermédiaire entre ceux qui fournissaient l'argent et Boucan. 2 ans de prison encore pour l'ex-femme de Boucan. Relax en revanche ce matin pour celui qui avait aménagé le cache de la drogue et pour le second capitaine du bateau. À l'audience, à vrai dire, il manquait les gros bonnets. Ils sont en fuite. La justice les a condamnés par défaut. Orsatelli, le bailleur de fonds, 20 ans de prison. Sa fiancée, 2 ans. Ses 2 adjoints, 15 ans chacun. En outre, tous les condamnés conjointement devront payer aux douanes 32 640 000 de nos francs. Boucan a 11 jours pour faire appel de cette décision. Peu de choses à retenir dans l'actualité sociale et politique en France ce soir. Notons tout de même que le travail va reprendre normalement dans les banques. Les syndicats des employés ont décidé de suspendre leur mouvement de grève jusqu'à leur entrevue du 17 janvier avec les représentants du patronat. Le mouvement réformateur a élevé une vive protestation contre le bureau du conseil municipal de Paris qui lui a refusé les installations du Palais des Sports pour son meeting du 31 janvier. Les réformateurs font remarquer que l'Union de la gauche avait été autorisée à tenir son congrès au Palais des Sports. Pas de réaction jusqu'à présent du côté du conseil municipal. Et nous passons à l'étranger. La normalisation des rapports entre les deux Allemagnes continue de faire son chemin. Depuis que les gouvernements de Bonn et de Pankow ont décidé de se reconnaître mutuellement, plusieurs pays ont pris contact avec l'Allemagne de l'Est en vue d'établir des relations diplomatiques. Ainsi, aujourd'hui, les Pays-Bas et le Luxembourg ont annoncé l'envoi d'un ambassadeur de l'autre côté du mur de Berlin. Et surtout, Gérard Saint-Paul, les États-Unis paraissent disposés à en faire autant. En effet, il ne s'agit pas encore d'une reconnaissance diplomatique en bonne et due forme, mais de négociations préliminaires. Le gouvernement américain dit aux Allemands de l'Est, en substance, si vous désirez entamer des pourparlers en vue d'échanger bientôt des ambassadeurs, eh bien nous sommes à votre disposition. Ainsi, à compter d'aujourd'hui, les États-Unis en sont au même point que la France dans leur souci de normaliser leur rapport avec la RDA, puisque le gouvernement français, vous le savez, s'est lui aussi déclaré prêt à négocier. Entre les États-Unis et la RDA, les négociations ont été longtemps gelées, sinon inexistantes. C'était l'époque de la guerre froide. Le président John Kennedy prononçait alors à Berlin sa fameuse phrase « Je suis un Berlinois ». L'Allemagne fédérale fait figure à cette époque d'allié privilégié des Américains en Europe. Rien de changé sur ce plan avec l'arrivée au pouvoir du chancelier Brandt. Vous allez le voir en compagnie du président Nixon en décembre 1971 en Floride. Le souci principal du chancelier est d'obtenir le plein accord de ses alliés occidentaux et donc des Américains pour développer sa politique à l'Est. Les temps ont changé alors, le président Nixon est d'accord pour que Bonn normalise ses rapports avec la RDA. Le chancelier peut donc considérer cette prise de contact entre Washington et Berlin-Est comme une conséquence normale, réaliste de sa propre politique. Il n'est pas question qu'il regrette quoi que ce soit. Par contre, s'il s'est toujours abstenu de froisser les Américains, on le lui a parfois reproché, son envoyé spécial aux États-Unis, M. Egon Bahr, est intervenu auprès de Washington à propos des bombardements sur le Nord-Vietnam. À propos du Vietnam, précisément, en attendant l'arrivée ce week-end à Paris des négociateurs Kissinger et Le Duc Tho, retenons que le président Thieu reste ferme sur ses positions. Pour que la paix soit possible et durable, a répété hier soir le chef de l'État sud-vietnamien, il faut que le Nord retire ses troupes et reconnaisse la souveraineté du gouvernement de Saigon. Pour examiner la situation au Vietnam, le président Nixon avait invité à déjeuner aujourd'hui les dirigeants du Congrès.
Notre correspondant Charles Lambroschini suit à Washington les travaux des sénateurs et des représentants du Congrès américain. Washington se prépare déjà aux cérémonies d'inauguration du nouveau mandat du président Nixon le 20 janvier. Mais si la guerre du Vietnam n'est pas terminée d'ici là, cette consécration du triomphe électoral du 7 novembre risque de paraître bien amère pour Nixon. À en juger en tout cas par l'humeur du Congrès, le Parlement nouvellement élu qui ouvre solennellement ses premiers débats. Élus en même temps que Nixon le républicain, les parlementaires en majorité démocrate ont en effet très mal accepté la reprise des bombardements. Une décision que le président a prise sans consulter le pouvoir législatif. Excédés, le Sénat et la Chambre des représentants parlent de passer à l'action sans même attendre, comme il est d'usage, le message sur l'état de l'Union. Message que le président doit prononcer après l'inauguration. En fait, ce que le Congrès envisage, c'est de mettre de lui-même fin à la guerre. Et cela en coupant les fonds. La grogne des parlementaires, plus jeunes et plus activistes que leurs prédécesseurs, dépasse d'ailleurs le seul problème du Vietnam. Ce que voudrait le Congrès, c'est retrouver les pouvoirs sur lesquels les différents présidents ont peu à peu empiété, qu'il s'agisse des questions domestiques ou du domaine des affaires étrangères. Mais le catalyseur, c'est le Vietnam. Avec l'arrêt des bombardements, les esprits se sont calmés. Et il est probable que le Congrès accordera finalement au président Nixon un nouveau délai de grâce, au moins jusqu'au 20 janvier. La plupart des observateurs s'accordent donc pour juger que finalement les parlementaires n'iront pas jusqu'au bout des choses. Ne serait-ce que parce que Nixon leur paraît tout aussi désireux que le Congrès d'avoir mis fin à la guerre à temps pour son inauguration. À Washington, Charles Lambroschini pour 24 heures sur la Une. Vous savez que France Inter s'est mis à l'heure anglaise pour marquer l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. 24 heures sur la Une va s'y associer ce soir à 21h40 avec son magazine La télévision des autres. Jacques-Olivier Chattard et François Moreuil ont choisi, dans la production de la BBC, un reportage du metteur en scène de Family Life sur le thème de la crise du logement en Grande-Bretagne. Son titre, Cathy revient, traduit en français bien entendu. Ce drame, Kenneth Loach le raconte à travers la vie d'un couple que le problème du logement finit par défaire, le couple de Cathy et de Reg. Ce soir donc sur cette première chaîne à 21h40. L'alerte à la grippe. Il est utile, je pense, de faire le point. Depuis que le virus anglais est entré en France, les renseignements sur les dangers d'extension de l'épidémie et sur l'efficacité du vaccin ont été assez imprécis, pour ne pas dire contradictoires. Alors qu'en est-il exactement? C'est la question que Guy Sartoulet est allé poser à un spécialiste de l'Institut Pasteur. La grippe est en ce moment en pleine activité. Nous avons une véritable épidémie en ce moment dans une grande partie de la France. C'est grave? Ce n'est pas une maladie, c'est pas une forme spécialement grave. Les cas individuels sont des cas absolument typiques de grippe, mais la grippe est toujours une maladie redoutable chez certaines catégories de personnes. Comment cette grippe est arrivée en France? Nous ne savons pas exactement comment elle est entrée en France. Nous avons constaté les premiers cas à Paris même, en ville, dans des écoles surtout, aux alentours du début du mois de décembre. Et puis la maladie s'est étendue dans la population générale de la capitale, puis de la banlieue, dans les régions de Dourdan par exemple au sud, ou de Gonesse au nord, où des épidémies ont été signalées. Et puis dans le courant du mois de décembre, et vers la fin de ce mois de décembre, l'épidémie s'est déplacée vers la région de Charleville, vers la région de Sarreguemines et vers la région de Strasbourg, vers l'est de la France, qui semble actuellement, ces derniers jours, assez touchée. Dans quel cas la grippe est dangereuse? La grippe est dangereuse surtout chez les personnes qui sont dans un état de santé déficient. Par exemple, les personnes qui ont des affections cardiaques, qui ont des affections pulmonaires ou rénales. Et aussi chez les vieillards. Dans certains cas, une infection grippale chez un sujet affaibli peut représenter la goutte d'eau qui va le pousser vers une maladie plus grave. Est-ce que la vaccination contre la grippe est efficace? La vaccination contre la grippe est une bonne vaccination. Elle est efficace non pas dans 100% des cas, mais dans une proportion très acceptable. Quel pourcentage? De l'ordre de 70 à 80% des vaccinés. D'une part, la vaccination n'est pas remboursée par la sécurité sociale, et d'autre part, la grippe coûte cher en arrêt de travail, médicaments, etc. Est-ce qu'il ne serait pas plus rentable de rembourser la vaccination pour économiser sur les autres dépenses? Eh bien, je pense en effet personnellement que c'est une erreur. Le calcul de ce que coûte un cas de grippe à l'intéressé
à la sécurité sociale et en général à la collectivité donne un résultat assez impressionnant, alors que la vaccination est une opération qui coûte très bon marché, relativement. Je pense que la balance entre ces deux coûts montre que la vaccination devrait être encouragée. Là, une opinion intéressante. Précisons que le virus anglais s'est installé à peu près partout en Europe, mais c'est en Union soviétique qu'il fait présentement le plus de ravages. On note, tenez-vous bien, à Moscou, 70 000 nouveaux cas chaque jour depuis le début de la semaine. Il y a peut-être du nouveau dans le traitement du cancer du sein. Une revue médicale anglaise annonce la mise au point d'un médicament, le tamoxifène, qui aurait donné déjà sur une 60aine de patientes des résultats très encourageants. Voilà une information qu'il faut évidemment accueillir avec beaucoup de prudence, sans pour autant la rejeter a priori, Pierre Bourget. Non, c'est une information intéressante pour une raison extrêmement simple, c'est que tout produit nouveau s'ajoutant aux produits déjà connus constitue en soi un petit progrès partiel. Ce tamoxifène, on le connaît depuis quelques mois, il s'est ajouté à d'autres produits semblables qu'on utilise dans le traitement de certains cancers du sein et à certains stades. C'est ainsi qu'en France, depuis 2 ans, une hormone synthétique un peu comparable aux produits britanniques est en cours d'essai chez des dizaines et des dizaines de malades atteints de cancer du sein dans le cadre d'une vaste enquête européenne qui est menée sous l'égide de l'Organisation européenne pour l'étude du cancer du sein. Que peut-on attendre de toutes ces études qui se poursuivent actuellement, de tous ces essais? À vrai dire, on espère qu'un traitement adjuvant du cancer du sein chez la femme pourra, dans une certaine mesure, faire mieux que les thérapeutiques ou ajouter au traitement classique, c'est-à-dire la chirurgie et les radiations. Mais ce qui compte avant tout dans le cancer du sein, et c'est une notion très simple, c'est que lorsqu'il y a une suspicion chez une femme de n'importe quel âge, lorsqu'elle s'aperçoit, et elle peut le faire elle-même, qu'il y a sur l'un de ses seins un petit nodule, une petite boule, il faut aller très vite et sans s'inquiéter, car le plus souvent ces petites boules ou ces petites grosseurs sont parfaitement bénignes et pas cancéreuses. Il faut aller voir un spécialiste de façon à faire l'analyse très fine de l'intérieur de cette petite boule. 9 fois sur 10, ce n'est rien. Et de temps en temps, ou si vous voulez, pas 9 fois sur 10, mais peut-être 90 fois sur 100, et 10 fois sur 100, il y a peut-être quelque chose. Et il faut que le diagnostic de ce quelque chose d'inquiétant soit fait très précocement, car le traitement qui sauvera sûrement la patiente, si c'est un cancer du sein, sera entrepris très vite. Autrement dit, rapidité. C'est, je crois, la philosophie qu'il faut tirer de l'étude actuelle du cancer du sein chez la femme, et de toutes les façons, ces médicaments hormonaux synthétiques qui sont étudiés un peu partout, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et aux États-Unis, ne constituent pour le moment que des adjuvants dont certains paraissent intéressants. Il est encore trop tôt pour dire s'ils sont vraiment importants. J'avais raison de le dire, donc prudence en ce qui concerne ce nouveau médicament mis au point en Angleterre, mais retenons en tous les cas que les femmes sont de plus en plus prudentes et pratiquent la prévention en matière de tumeurs au sein. Nous parlions tout à l'heure de la grippe, elle n'a pas épargné les milieux sportifs. À 48 heures de la reprise du championnat de France de football, plusieurs joueurs de l'Olympique de Marseille sont aux prises avec le virus anglais. Il faut dire que ce n'est pas le seul mal dont souffre l'OM en ce moment. L'équipe championne de France a décidément bien des soucis depuis le début de la saison, comme l'explique d'ailleurs Mario Zatelli, le directeur sportif de l'OM. Écoutons-le. Mario Zatelli, on parle d'un malaise à l'OM, d'un départ de Kurt Linder, l'entraîneur. On dit aussi que vous allez reprendre l'équipe en main. Vous savez, à Marseille, on exagère toujours un petit peu vite les choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce matin à l'entraînement a été dirigé par Kurt Linder. J'étais sur le terrain, j'ai peut-être parlé un petit peu plus dans les vestiaires, mais actuellement, et jusqu'à fin juin 1973, Kurt Linder sera, à mon avis, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, et je serai encore le directeur technique ou sportif, comme on voudra bien dire le mot. Mais on a dit que vous allez être plus près des joueurs. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Il est évident que les 3 derniers mois, j'ai quand même fait pas mal de déplacements pour un éventuel recrutement pour l'année prochaine, tant sur le plan amateur que professionnel. Alors, j'ai un petit peu délaissé l'équipe professionnelle. Et vous savez, à Marseille, quand les résultats ne sont pas trop bons, alors automatiquement, le président m'a dit « Mario, vous devriez maintenant être un peu plus près des joueurs, de l'entraîneur ». Et c'est ce que je ferai dorénavant jusqu'à la fin des matchs retour, c'est-à-dire je resterai avec Kurt Linder, je serai à tous les déplacements, je serai à Marseille, je serai à l'extérieur,
aux entraînements, peut-être que je mettrai un petit peu plus la main à la pâte, mais je vous dis, je resterai dans mes prérogatives. Et Jean-Marie Satelli, est-ce que les joueurs de l'Olympique de Marseille vont se présenter dimanche à Lyon dans leur meilleure forme physique et surtout morale? Ben, vous savez que nous avons quand même quelques pépins. La grippe sévit en France et elle ne nous a pas épargnés. Nous avons quand même Novi qui est couché alité, Kula qui relève d'une grippe et d'une infection au pied, Le Bodec qui a eu une entorse, et Marius Trésor qui, après sa brillante performance l'autre soir à Wembley, s'est quand même fait un petit claquage, et nous saurons demain si nous pouvons l'aligner. Donc, si Trésor joue et si tous les joueurs, d'ailleurs notre capitaine Jules Vincent va de nouveau rentrer sur le terrain, et croyez-moi que le moral de l'équipe est de bronze, puisque c'est un mot que vous connaissez, je vous disais ça à Nancy, et nous allons faire le maximum pour rattraper un peu cet OGC Nice qui a l'air de caracoler en tête. Vous la reconnaissez certainement, la nouvelle Miss France a tiré les rois avec M. Mesmer ce matin à l'hôtel Matignon. Vous savez que Mlle Krummacher est originaire de la région de Sarreguemines, dont le Premier ministre est le maire. Elle est tellement charmante, a remarqué M. Mesmer, qu'elle m'a fait choisir la part de galette où se trouvait la fève. Regardez maintenant ces deux photos, et dites-moi si vous trouvez une ressemblance entre la pulpeuse Raquel Welch et un char blindé. À première vue, ce n'est pas tellement évident, sauf pour M. Blackwell, un couturier célèbre à Hollywood, qui affirme que Raquel Welch est une des 10 femmes les plus mal habillées dans le monde. Et vous allez voir que dans le petit bilan qu'il a dressé, comme chaque année, le sieur Blackwell n'est pas tendre avec les dames. Monsieur Blackwell n'a pas peur des gifles. Depuis 13 ans, il publie sa liste sans dommage, mais avec Raquel Welch, j'aurais peur. Cette lauréate de choc, dont le blindage est généralement plus léger et moins sportif. Elle hésite entre les 1001 nuits et le concours de yachting. Numéro 2, Julie Adams. Ne me paraît pas mériter son déshonneur. Dans le genre assistante sociale économe, elle n'est pas si mal. Mia Farrow, numéro 3, mérite sa place. Elle se recouvre souvent d'une série de chiffons soldés au kilo, ou alors se cache dans le rideau à fleurs de la chambre de grand-mère. Le cintre, c'est elle. Numéro 4, Margaret d'Angleterre, une record woman, tous les ans sur la liste. Chapeau de jardinier, caraco de treilleuse de vache suisse et jupe plissée de nurse. Mais soigneuse, elle ne veut pas mouiller cette petite combinaison 1930 qui lui sert de robe du soir. Ali McGraw, numéro 5, pourquoi cacher tant de beauté sous un vieux châle? Numéro 6, Lorraine Bacall, où on a toujours besoin de gros poids chez soi. Enfin, numéro 7, Yoko Ono, la femme de John Lennon, l'ex-Beatle. Mystère à éclaircir, costume de brousse, blouse de chirurgien ou robe de mariée récupérée. Détail important, ni la princesse Margaret, ni les autres dames ne s'habillent chez M. Blackwell, dont on aimerait bien pourtant voir les clientes. Oui, je crois que M. Blackwell n'a pas tellement intérêt à rencontrer France Roche en ce moment, à en juger par le ton de son commentaire. Quant à Sophia Loren, qui a échappé au sarcasme du méchant couturier d'Hollywood, elle se moque de toute façon éperdument de la mode aujourd'hui. Figurez-vous que Sophia Loren vient de donner naissance à son deuxième fils dans une clinique de Genève. Ainsi s'achève la présente édition de 24 heures sur la Une. Nous vous souhaitons une excellente soirée.